des fondements essentiels de l'action de votre chaîne, dont la renommée ne cesse de se répandre au-delà même des frontières nationales. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous m'avez fait cet après-midi. Jean-Jacques Rousseau, dans sa théorie du contrat social, convoque quand même un élément fondamental en matière d'adhésion de l'homme à la société, c'est le respect libre des conventions que l'on s'est prescrites, qui devient justement une liberté. Alors, pour vous, quelle est votre appréciation par rapport à ce qu'on peut appeler des marches qu'on a pu voir justement en France, des marches qui se sont retrouvées être appréciées de manière subjective ou objective dans un pays qui est bien évidemment est régi par la forme de l'État unitaire. Quelle est votre appréciation par rapport à ces marches, docteur? Bien évidemment, je dirais que les marches font partie des libertés fondamentales et essentielles de l'être humain consacrées par diverses conventions internationales. La liberté de manifester. L'homme ne peut pas vivre dans le siècle présent sans pouvoir exprimer cette liberté. Sauf que nous savons aussi que la liberté n'est pas le libertinage. Donc toute liberté doit être encadrée afin de permettre à tout individu de la société d'exprimer également cette liberté-là. Le souci avec le droit de manifester est que c'est un droit qui devient de plus en plus politisé. Politisé dans le sens où ceux qui déclarent souvent vouloir manifester se détournent lors des manifestations de l'objet pour lequel ils ont déclaré leur manifestation. Nous savons bien qu'il y a des objets illicites en droit, des causes injustes pour lesquelles on ne saurait permettre que n'importe qui puisse faire la promotion. Si on veut revenir à notre situation au Cameroun, il est bien évidemment clair qu'un droit de manifestation avec pour objet l'appel à la sécession est manifestement contraire à l'ordre public. Donc, il faudrait bien évidemment faire comprendre à ceux qui s'engagent souvent dans le processus de manifestation qu'on peut manifester sur tout, mais il faudrait que les causes pour lesquelles on manifeste soient des causes légales, les causes qui ne causent pas un trouble à l'ordre public. C'est pour dire en définitive qu'avec ce qui se passe de plus en plus dans nos différentes sociétés, l'homme est épris pour la liberté, mais il faudrait bien évidemment savoir qu'il y a des causes qu'on considère comme des causes d'intérêt supérieur de l'État. L'ordre public, c'est l'ordre public qui nous permet à tous de pouvoir exprimer nos libertés. On ne saurait donc tolérer une manifestation ayant une diversité de causes que celle qui a été nommément consignée lors de la demande ou alors lors de la déclaration. Donc je voulais terminer en disant que droit de manifester, oui, mais droit de manifester conformément à la légalité et en respectant l'ordre public. Alors, quelle est la corrélation que vous faites entre ces deux déclinaisons, état de droit et liberté publique? L'état de droit, c'est l'État qui respecte le droit, c'est l'État qui respecte les libertés publiques. Les libertés publiques, ce sont les libertés essentielles pour l'existence. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion. Ces libertés sont encadrées par des textes et l'État est appelé à respecter ces textes-là. Parfois, les violations de ce couple viennent d'un côté de l'État, mais aussi des individus. De côté de l'État, on a souvent tendance à interdire de manière constante les libertés, l'expression des libertés. Moi, je pense que... Le juriste allemand Genilek, que vous connaissez très bien, disait qu'on ne doit pas tuer une mouche à l'aide d'un canon. Voilà, c'est donc le principe de proportionnalité qui est convoqué par ce juriste, cet éminent juriste, pour dire que l'État ne devrait pas interdire les libertés. L'interdiction n'est pas la règle. Donc la restriction, avec l'exception, voilà, et le respect, le principe. Et le respect, le principe. Donc, tant que l'expression d'une liberté ne porte pas atteinte à l'ordre public, on doit laisser cours à son exercice. Mais dès qu'on a
des soupçons d'atteinte à l'ordre public, l'État est dans son droit de préserver l'ordre public. Surtout qu'on a souvent l'impression que l'ordre public s'oppose à la liberté. Pourtant, c'est en respectant l'ordre public qu'on permet aux libertés de s'exercer. Docteur, l'imagerie populaire a du mal à concevoir le concept d'ordre public. Qu'entendez-vous par ordre public? L'ordre public, c'est le bon ordre. C'est l'état de stabilité, l'état de sérénité qui permet à tout individu de pouvoir s'exprimer librement. On peut prendre un exemple. Lorsque nous sommes dans une situation de guerre civile, il y a manifestement trouble à l'ordre public, et dans un tel cas, des gens ne peuvent plus s'exprimer librement, les gens ne peuvent plus circuler, les gens ne peuvent plus vaquer à les occupations. Voilà les éléments qui montrent qu'il y a un trouble à l'ordre public. Donc c'est pour dire que l'ordre public, c'est une notion qui a été conçue pour permettre au pouvoir public de faire respecter la sérénité, de faire respecter la stabilité, la sûreté de l'État et des individus qui sont des éléments indispensables à l'existence humaine. Si on enlève l'ordre public, on rentre dans l'état de nature. Vous avez convoqué la conception de l'état de nature, tel que Thomas Hobbes le définissait dans son ouvrage Le Léviathan. L'homme deviendrait donc, en l'absence de l'ordre public, un loup pour l'homme. Effectivement, l'homme deviendrait un loup pour l'homme, c'est-à-dire quand nous voyons par exemple ce qui se déroule dans nos deux régions qui sont en crise, nous voyons que là-bas c'est le règne de la force, c'est le règne de la violence, c'est le règne de la terreur, des individus qui ne respectent plus aucune règle et qui empiètent sur l'exercice de la tranquillité des individus. Donc voilà un exemple pour montrer pourquoi l'ordre public est important pour la société, parce qu'il permet cet ordre public aux individus de pouvoir exercer leur liberté de manière sereine et de manière à pouvoir s'émouvoir. Revenons donc justement sur ce problème, mais dans la dynamique qui nous concerne, c'est-à-dire la cybercriminalité et la préservation de la dignité humaine. Pour vous, à quoi renvoie donc le terme cybercriminalité, cybernétique, criminalité même et criminalité transfrontalière? La criminalité d'abord, puisqu'il faut commencer par elle, la criminalité c'est l'ensemble des délits, des crimes, c'est-à-dire des actes qui sont manifestement contraires. Nous sommes dans la dimension du droit pénal général. Voilà, des actes qui sont contraires à la réglementation, ce qu'on appelle encore des infractions. Et qui remettent en cause l'ordre public. Qui remettent en cause l'ordre public. Si on peut aller de manière terre à terre, le vol, ça fait partie de la criminalité, les assassinats, et tout ce qu'on peut rencontrer, les détournements des deniers publics, voilà, les injures, les diffamations, tout cela rentre dans ce qu'on appelle la criminalité. Maintenant, la criminalité transfrontalière, là on introduit un autre élément qui est celui de l'espace. La criminalité transfrontalière, c'est cette criminalité-là qui déborde les frontières d'un territoire bien précis, c'est-à-dire une criminalité qui peut être commise au Cameroun, mais avoir des répercussions dans un autre État, comme on va pouvoir le définir plus tard avec la cybercriminalité. Allons-y même d'ailleurs, la cybercriminalité, qui est cette criminalité-là qui prend appui sur l'espace numérique, c'est-à-dire l'espace numérique devient un espace de virtuosité. Voilà, un espace virtuel, mais qui est devenu un espace favorable à l'expression de la criminalité. Pourquoi cela, docteur? L'espace numérique est devenu un espace favorable à la criminalité parce que il semblerait que ce soit un espace de liberté absolue. Liberté absolue, entre guillemets, parce que c'est véritablement pas consacré de manière juridique, parce qu'on va voir que nous avons beaucoup d'instruments juridiques qui encadrent l'exercice des libertés dans l'espace numérique. Exactement, nous avons la loi de 2010. Nous avons les lois de 2010 sur la communication électronique, exactement. Sur le commerce électronique, la cybercriminalité. Nous avons également le code pénal camerounais. Voilà, de 2016 qui a des dispositions concernant la cybercriminalité. Oui. Mais l'on se rend compte qu'il semble que ces éléments... Et surtout, il faut dire que nous avons la Constitution camerounaise dans son préambule, qui limite
qui encadre le principe de la dignité humaine et surtout le respect de la vie privée des citoyens et des personnes qui vivent en territoire camerounais. Effectivement. Mais on va se rendre compte que malgré tout cet arsenal juridique, l'espace numérique continue à se présenter comme un espace ouvert à toutes sortes de criminalités, aux violations des droits et à la dignité humaine. Si on jette un regard dans l'actualité, vous voyez depuis 2 semaines, l'espace social fait l'objet d'actualité à travers et les sextapes et les images portant atteinte à la dignité de la femme notamment. Tout cela démontre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et le numérique est utilisé comme un instrument non pas de rencontre entre les individus, mais un défouloir. Un défouloir, un instrument où chacun peut commettre une infraction sans pouvoir être inquiété. Donc, voilà ce que je pourrais dire au niveau définitionnel de la cybercriminalité. La criminalité qui se déporte de l'espace physique que nous vivons pour se déporter dans un espace virtuel qui semble être relativement difficile à encadrer. Est-ce qu'on ne devrait pas donc demander aux législateurs de pouvoir davantage orienter la réflexion vers la restitution justement des rapports entre ceux-là qui sont des experts de ce domaine-là? Si c'était le cas, quel serait le remède? À mon sens, je pense qu'il faut mener une réflexion sérieuse parce que nous voyons, si on écarte même le côté dignité humaine nous en reviendrons, dont nous allons en reparler, nous voyons aussi un autre élément qui semble fragiliser, accélérer la fracture sociale, celui de la montée en puissance du tribalisme dans l'espace numérique. Vous voyez comment tout récemment une loi les communautés s'opposent en prenant appui sur l'espace numérique. Donc, est-ce que ce n'est pas la politisation du tribalisme qui fait problème sur l'espace numérique? La politisation de l'ethnicité, autant pour moi, de l'ethnie, à des fins justement d'acquisition des postes de pouvoir. Est-ce que sur la base, la population camerounaise dans son ensemble, c'est-à-dire le Cameroun lambda, les Camerounais lambda, auraient véritablement un problème de tribalisme ou ce n'est peut-être pas les hommes politiques ou les acteurs des médias qui justement s'initient dans cette perversité? Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Je pense que dans la vie réelle, les Camerounais n'ont véritablement pas un souci de tribalisme. Nous vivons paisiblement. Vous voyez les communautés se marient entre elles, font des enfants. Aujourd'hui, un nordiste n'a pas de problème à vivre avec un sudiste, n'a pas de problème à épouser. Donc, c'est juste que lorsqu'on rentre maintenant dans l'espace numérique, il y a une politisation. Il y a une politisation parce que vous allez vous rendre compte que c'est depuis pratiquement l'élection présidentielle de 2018 où cette fracture sociale s'est accélérée et les réseaux sociaux ont été constitués comme un élément qui favorise ou alors qui accélère cette fracture sociale-là. Donc je pense que le tribalisme dans les réseaux sociaux est plus politique que réel. Mais on devrait faire attention. Est-ce qu'à la réalité, on n'avait pas déjà réussi à éluder le problème, c'est-à-dire la controverse doctrinale qui s'était posée dans les années 88 entre les illustres hommes de science, vous vous rappelez, le professeur Njomo Pokam et le professeur Hubert Mononjana sur la question de l'ethnofascisme et du monocentrisme. Est-ce que ce n'est peut-être pas le débat qui revient en termes tout simplement d'ethnicité et de tribalisme? Est-ce que vous pensez qu'en 88, lorsque le problème était posé par ces illustres universitaires, les outils de la communication n'étant pas à proximité du citoyen lambda, n'avaient pas permis de toucher l'ampleur de ce problème et que des années plus tard, à l'aune de l'élection présidentielle 2018, le problème s'est reposé avec beaucoup plus d'acuité à la faveur justement de la proximité des outils, des nouvelles technologies de la communication et l'information
par rapport aux citoyens lambda. Puisque le problème avait déjà été posé par ces illustres éminents universitaires en 88, ethnofascisme, monocentrisme, où d'aucuns estimaient qu'il y aurait une classe de personnes qui, justement, utiliseraient l'élite, c'est-à-dire l'ethnie, à des fins politiques, c'est-à-dire l'ethnocentrisme. L'ethnie serait donc au centre, et donc qui utilisaient plutôt le monocentrisme, c'est-à-dire l'individu et ses amis, ce qu'on appelle le nombrilisme scientifique, à des fins justement de position de pouvoir. Quelle est votre appréciation par rapport à ces deux démarches et par rapport à ces deux périodes, 88-2018, c'est quand même 20 ans plus tard? Vous avez raison de poser cette question qui est une question essentielle pour l'histoire de notre pays. Mais je voulais juste dire qu'à cette époque, le débat n'avait pas une ampleur qu'il a aujourd'hui, certainement parce que les canons communicationnels n'avaient pas encore bénéficié de l'apparition du numérique et des réseaux sociaux au Cameroun. Mais je vois que c'est un débat qui est réveillé. Mais à mon avis, je pense que c'est un débat malsain parce que nous avons quand même des instruments juridiques qui avaient été mobilisés pour apporter une réponse. Je pense notamment à la technique de l'équilibre régional qui est utilisée pour permettre quand même de réguler la participation de toutes les composantes sociales à la gestion des affaires publiques. À mon sens, le problème n'est plus fondamentalement le même que celui des années 88. Le problème pourrait être celui de savoir est-ce que l'équilibre régional a été exactement appliqué comme il devrait être. Je pense que tel n'est pas le cas parce que vous pouvez voir à chaque concours administratif, nous voyons des revendications des uns et des autres, les communautés qui se lèvent pour dire on n'a pas respecté notre quota, on n'a pas respecté. Donc je pense que fondamentalement, l'équilibre régional avait été présenté comme cet instrument juridique-là qui devait permettre d'apporter une réponse claire à cette question. Bon, aujourd'hui, peut-être il faudrait revoir une autre technique ou revoir en profondeur l'équilibre régional pour essayer de voir, parce que c'est aussi ça le problème. Est-ce que les données qui avaient conduit au découpage des quotas sont les mêmes aujourd'hui? Pourquoi continuons-nous à appliquer les mêmes quotas que dans les années 80? Parce que certainement la démographie a avancé de telle en sorte que les composantes communautaires ont pu se développer, même au niveau des richesses. Nous avons des communautés qui se sont développées. Donc je pense que pour régler ce problème, il faudrait revoir l'organisation du principe d'équilibre régional. Aujourd'hui, nous n'avons pas fondamentalement un problème de vivre ensemble entre les Camerounais. Nous avons juste un problème de répartition des richesses politiques, des richesses administratives. Il faudrait donc que ceux qui nous gouvernent prennent ce problème à cœur, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui amplifient le moindre problème qui pourrait être considéré comme banal devient une affaire d'État. Donc c'est un appel qu'on pourrait lancer à nos autorités de pouvoir anticiper sur tout ce qui peut constituer une atteinte à la stabilité de l'État, parce que nous n'avons plus besoin du développement de d'autres champs de crise. Nous avons déjà la crise anglophone, nous avons la crise dans les régions du Grand Nord, nous avons l'insécurité à l'Est. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau foyer de tension qui pourrait continuer à fragiliser notre cohésion nationale. Donc je pense que pour revenir à la question que vous m'avez posée, il faudrait que les pouvoirs publics, que le Parlement et le pouvoir exécutif se mettent ensemble pour organiser une grande réflexion, pour essayer de voir, parce que les instruments juridiques que nous avons cités, qui ont été adoptés en 2010, sont devenus insuffisants. Vous allez voir aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la prolifération des comptes fictifs. Voilà. Nous avons la cybercriminalité, les comptes des administrations qui sont piratés et utilisés contre... Mais est-ce que le problème ne remonte peut-être pas au phénomène Archange, qui justement avait réussi à pirater les informations en provenance justement de la Maison Blanche
Et tout récemment encore, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, avec ce qu'on a eu à mettre en collation avec la responsabilité du Kremlin, justement, sur ces attaques cybernétiques aux États-Unis. Est-ce que le problème ne reviendrait peut-être pas, ne proviendrait peut-être pas de la dérive occidentale? Nous avons un système, l'espace numérique, c'est fondamentalement un système qui est importé parce qu'il est né en Occident. Et chez nous, même en Occident, ils ont des difficultés là-bas pour réguler ce phénomène. Vous avez soulevé des exemples, l'élection américaine de Donald Trump. Vous savez que c'est une élection qui a été, qui a beaucoup fait de polémiques parce que on accusait la Russie d'avoir interféré dans cette élection pour favoriser la désignation de Donald Trump. Vous avez aussi le fondateur de Wikileaks qui avait balancé dans les réseaux sociaux des informations considérées comme secret défense qui auraient peut-être pu créer des conflits diplomatiques entre les États. Donc voilà quelques exemples qui montrent que l'encadrement du numérique doit faire l'objet d'une attention particulière parce que ça peut détruire un État. La France a quand même adopté une loi, la revenge porn. C'est-à-dire une loi contre la revenge porn. Quelle est votre appréciation par rapport à cette loi au regard de l'actualité au Cameroun? Nous avons besoin de plus de régulation. Nous devons suivre ces États-là qui se sont manifestés dans ce sens. Pour vous, à quoi renvoie la revenge porn? Je voulais dire que c'est une criminalité qui est manifestée dans les réseaux sociaux en prenant appui sur les considérations ou alors sur des pratiques sexuelles qui dévalorisent la dignité humaine et qui sont exposées dans l'espace numérique. Nous voyons par exemple au Cameroun, nous avons ces derniers temps une actualité, plusieurs actualités brûlantes. Vous avez vu des gendarmes qui ont à Douala qui ont filmé des individus il faut dire des mineurs et qui ont publié ça sur les réseaux sociaux. Nous avons vu également cette vidéo qui impliquait des hommes des médias qui sont répandus sur dans l'espace public. Dans l'espace public, ouvert au public. Ouvert au public et contrairement à la réglementation en vigueur, parce que la loi de 2010 dispose, je crois, son article 75 ou 74, voilà, oui, qu'il est interdit de publier la nudité d'une personne sans son consentement sur des réseaux sociaux parce que ça porte atteinte à sa dignité. Donc je pense que ces pratiques-là sont dévalorisantes parce que elles exposent les individus contre leur gré et parfois à des fins criminelles, peut-être pour détruire leur honorabilité, et parfois on ne mesure pas les conséquences. Ça peut causer parfois des troubles psychologiques et conduire certaines personnes fragiles à aller même peut-être jusqu'à perdre leur vie, à perdre confiance en elles. Oui, bon, maintenant, puisqu'on sait justement qu'il y a des personnes vulnérables qui, justement, parfois préfèrent généralement se donner la mort que de faire face, justement, à leurs responsabilités lorsque leur dignité a été bafouée, que ce soit entre guillemets ou même au plan général. Alors, pour vous, quel serait donc le remède pour résoudre ce problème qui apparaît comme un problème sociétal et non forcément pas un problème social? Je pense que les solutions, le remède, comme vous le dites, devraient être... on devrait prendre appui sur deux principaux piliers. Le premier pilier est celui de l'éducation. L'éducation. Nous avons un problème d'éducation. Il semblerait que le Cameroun et les Camerounais en général n'étaient pas encore prêts à cet instrument qui facilite la liberté. Je voudrais parler ici des réseaux sociaux. Parce que lorsque nous voyons nos comportements dans les réseaux sociaux, nous ne les utilisons pas dans le sens premier, c'est-à-dire l'information et la culture. Nous les utilisons comme des instruments de dénigration, des instruments pour mener des campagnes politiques, pour déstabiliser. Je pense donc qu'il faudrait commencer par éduquer les populations
et faire comprendre à ces populations que la dignité humaine doit également être respectée dans l'espace numérique. L'ordre public doit également être respecté dans l'espace public. Les bonnes mœurs doivent être respectées dans l'espace public. La liberté d'autrui. Donc tous ces éléments qui encadrent la vie dans l'espace physique doivent être transposés dans l'espace numérique. Et deuxième chose après l'éducation, c'est la sanction. Il faudrait maximiser sur la sanction, parce que la sanction a également un caractère pédagogique. Chez nous, nous pouvons considérer, nous pouvons observer que si plusieurs personnes aujourd'hui prennent des libertés avec la fortune publique dans les corruptions, les détournements, c'est aussi parce qu'il y a un laxisme dans l'application des sanctions. Donc il faudrait maximiser dans la sanction afin que cette sanction-là puisse donner l'exemple à ceux qui pourraient un jour penser qu'ils sont d'une liberté totale dans l'espace numérique, de faire comprendre que même dans cet espace-là, on doit être citoyen, c'est-à-dire respecter les droits et les obligations des individus. Je voulais donc terminer sur ce point en disant que pour que la sanction soit efficace, il faudrait commencer d'abord par imposer l'identification de tous ceux qui ont accès à l'espace numérique. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont des multiples comptes, c'est-à-dire des comptes parfois avec des identités qui ne sont pas conformes à leurs identités civiles. Donc il faudrait commencer par là, parce que le principe de responsabilité voudrait d'abord qu'on puisse être identifié. Dans l'espace physique, si vous voulez entrer dans un service public, un ministère, vous devez présenter votre carte d'identité officielle. Il faudrait également que ce soit le cas dans l'espace numérique. Lorsque vous voulez avoir accès à cet espace, que vous puissiez être identifié, afin que lorsqu'il y aura une infraction, vous puissiez être responsable. Donc voilà ce que je pourrais dire comme proposé comme solution pour remédier à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un espace numérique devenu, entre guillemets, un défouloir contre les libertés et la dignité humaine. Nous avons justement eu comme invité cet après-midi le docteur Fabrice Hinjo, qui est enseignant. Nous remercions, enseignant de droit public, il faut le préciser. Nous remercions justement le directeur de l'agro-recréationnel qui nous fait confiance et toute l'équipe qui l'accompagne justement tout autour, et le superviseur général de cette émission qui nous écoute. C'était ces cultures juridiques de ce jour qui ancrent définitivement en gare. Bon après-midi et à samedi prochain.